Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle communication. Je souhaite aux uns aux autres, à ceux qui nous font l'honneur de nous suivre à travers nos chaînes Air de Battage et Air Contrario, bien, je vous adresse le salut de Bruce et je vous souhaite naturellement de passer une excellente semaine. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous entretenir sur un sujet, une thématique importante. En fait, le système du monde, c'est le titre que je donne à cette communication et qui a comme sous-titre l'union de la Haute et de la Basse Égypte. Cette communication, en fait, est un survol ou un résumé en quelque sorte d'une conférence que j'ai donnée il y a quelques semaines maintenant à Mons, en Belgique. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer tous ceux et celles qui nous ont fait l'honneur à cette occasion de leur participation à cette rencontre. J'en garde un excellent souvenir et j'espère que naturellement ce sentiment est partagé par tous ceux qui sont venus nombreux à ces rencontres. Alors, pourquoi j'aborde cette question aujourd'hui? Parce qu'elle me paraît fondamentale. En fait, c'est une manière pour moi aussi de rappeler la matière qui nous occupe dans le cadre de l'école des scribes. Ici, naturellement, il s'agit de populariser cette matière et dans le contexte pour ce qui concerne le format que nous choisissons dans le cadre des publications sur YouTube, c'est encore un survol. Donc, il y a matière à approfondissement. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ici, nous n'aurons qu'une ébauche, en quelque sorte, de ce que nous appelons l'union de la Haute et de la Basse Égypte, reconnue sur l'appellation Sématawi, lorsqu'on parle comme un égyptologue. Et il s'agit en réalité de l'expression d'un système du monde soudanais que nous allons ici, en quelques lignes, tenter d'illustrer. Et je vais commencer pour ce faire par ce qui est connu et pour aller vers ce qui est moins connu. Ce qui est connu l'est généralement à partir de l'école à laquelle nous sommes tous allés. Et généralement, dans cette école, bien, c'est souvent par la Grèce que commence la philosophie, que commencent les sciences, etc. Donc, c'est par les auteurs grecs que je vais introduire le sujet pour vous montrer comment, finalement, ceci s'inspire très largement, bien sûr, de la pensée et du paradigme, de la pensée symbolique, de la pensée traditionnelle des peuples soudanais et comment, naturellement, ce discours peut rejoindre finalement ce que nous appelons, pour simplifier, l'union de la Haute et de la Basse Égypte. Alors, l'auteur en question, bien sûr, c'est Platon, qui est un philosophe grec connu, si ce n'est euh, l'un les plus prolifiques, d'une certaine façon, euh, qui, dans une œuvre qui a pour titre le Timée, aborde ce qu'on peut qualifier, disons, de sa cosmogonie. Alors, je rappelle brièvement l'intérêt pour nous d'évoquer Platon, c'est que Platon aura séjourné une douzaine d'années dans la vallée du Nil. Ceci a été euh, enregistré et notamment partagé par certains de ses disciples, et notamment Diogène Laërce, qui, par une biographie, évoque ce séjour de Platon dans la vallée du Nil, dans une ville que les Grecs ont appelée Hélopolis, qui est une ville du Delta, qui se trouve actuellement dans les environs, disons, du Caire. Et dans le Timée, Platon aborde donc la question de la naissance de l'univers à travers une œuvre magistrale qui, pour l'essentiel, d'après les perspectives de Cheikh Anta Diop, s'inspire finalement de la cosmogonie héliopolitaine, ce qui est tout à fait normal puisque les prophètes, les prêtres qui ont été les maîtres de Platon étaient des héliopolitains en quelque sorte. Voilà. Sauf que Platon n'a pas eu la présence d'esprit naturellement de rappeler l'origine de son discours. Et donc, par conséquent, les sources finalement de cette philosophie qu'il énonce, ou de ce discours théogonique en quelque sorte, ou cosmogonique, j'aime mieux le dire de cette façon, même si dans la pensée grecque, ceci peut se recouper. Euh, les sources, les origines de ce discours cosmogonique n'ont pas été clairement énoncées par Platon. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'il dit concernant l'âme du monde, c'est-à-dire comment l'âme du monde a été formée. Il le dit dans le Timée. Ici, c'est naturellement un résumé, hein. C'est un résumé du discours de Platon sur cette question. L'âme du monde résulte d'un mélange d'êtres de même et d'autres. L'âme du monde résulte d'un mélange d'êtres de même et d'autres, les trois genres fondamentaux attachés à toute réalité. L'âme du monde résulte d'un mélange d'êtres de même et d'autres, les trois genres fondamentaux attachés à toute réalité, qui doit être la même chose qu'elle-même et être autre chose que toutes les autres choses.
Dans le cas considéré, il ne s'agit pas des formes intelligibles de l'être du même et de l'autre, car l'âme n'est ni une réalité sensible et corporelle, ni une forme qui se situerait exclusivement dans l'intelligible, c'est une réalité intermédiaire affectée d'une fonction qui consiste à maintenir dans la mesure du possible l'ordre que le démiurge confère au sensible, en conformité avec un modèle intelligible. Par sa nature même, l'âme se situe à mi-chemin entre l'intelligible et le sensible. Par sa nature même, l'âme se situe à mi-chemin entre l'intelligible et le sensible. Alors, je rappelle en quelques phrases, finalement, à quoi ceci se réfère dans le contexte égyptien. Lorsqu'on parle du monde intelligible, vous devez savoir qu'il s'agit ici de la personne d'Osiris. Lorsqu'on parle du monde sensible, il faut savoir qu'on parle naturellement d'Horus, le monde manifesté, le monde organisé. Et bien sûr, entre les deux se situe la matrice, le siège de génération, ainsi que l'appelle Plutarque, qui n'est autre qu'Isis. Et on trouve ainsi manifestés les trois genres fondamentaux attachés à toute réalité. Sauf que certains auteurs utilisent d'autres formules pour traduire la même objectivité, mais en tous les cas, qu'il s'agisse de Platon ou Plutarque, ceux-ci s'inspirent très largement finalement du discours égyptien sur les trois sortes d'êtres d'une certaine façon. Voilà. Donc, Platon évoque donc un mélange rappelé dans cette note. L'âme du monde résulte d'un mélange d'êtres de même et d'autres. Donc, c'est de ce mélange dont il est question ensuite. Une fois ce mélange réalisé, donc le mélange des trois sortes d'êtres, des trois genres, si vous voulez, ou plus, pour être plus clair, des trois genres fondamentaux, tels que Platon l'annonce. Alors, une fois ce mélange réalisé, le démiurge divise le composé obtenu en deux bandes égales qu'il fait d'abord coïncider en forme de X et qu'il courbe ensuite pour unir leurs extrémités respectives afin d'obtenir deux cercles concentriques se mouvant d'un mouvement circulaire incliné l'un par rapport à l'autre qui se croisent en deux points opposés. Le premier, le cercle du même, qui tourne à l'extérieur du second, le cercle de l'autre. L'assemblage auquel procède le démiurge obéit à une structure harmonique qui implique des rapports mathématiques assurant l'harmonie. Une fois ce mélange réalisé, le démiurge divise le composé obtenu en deux bandes égales, qui fait d'abord coïncider en forme de X, et qu'il courbe ensuite pour unir leurs extrémités respectives afin d'obtenir deux cercles concentriques se mouvant d'un mouvement circulaire, inclinés l'un par rapport à l'autre, qui se croisent en deux points opposés. Le premier, le cercle du même, qui tourne à l'extérieur du second, le cercle de l'autre. L'assemblage auquel procède le démiurge obéit à une structure harmonique qui implique des rapports mathématiques assurant l'harmonie. Alors, ce qu'il faut premièrement reconnaître, c'est que en réalité, s'il faut schématiser cette description de l'âme du monde telle qu'on l'a trouvé énoncée chez Platon, bien sûr, le schéma en question serait ce que vous avez ici à l'image, c'est-à-dire une figure, une sorte de système, on pourrait dire entre guillemets solaire, minimaliste, qu'on rapproche généralement de la description de l'atome, c'est-à-dire du noyau avec ses électrons. Voilà. Donc, en clair, c'est de cela qu'il s'agit. Hein, pour simplifier les choses, c'est le fameux X qui est recourbé en forme de cercle concentrique, l'un tournant à l'extérieur de l'autre et se croisant des extrémités, hein, des points opposés en quelque sorte. Donc Platon est en train de décrire ce schéma que nous avons ici à l'image et qui est un schéma familier lorsqu'on fait chimie, etc. Bon, on reconnaît très aisément ici une description qu'on peut faire de l'atome. Et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de l'âme du monde, en quelque sorte. Et je reprends donc le texte pour bien signifier qu'il s'agit bien de cette représentation. Une fois ce mélange réalisé, le démiurge divise le composé obtenu en deux bandes égales, qu'il fait d'abord coïncider en forme de X, et qu'il courbe ensuite pour unir leurs extrémités respectives afin d'obtenir deux cercles concentriques se mouvant d'un mouvement circulaire, inclinés l'un par rapport à l'autre, qui se croisent en deux points opposés. Le premier, le cercle du même, qui tourne à l'extérieur du second, le cercle de l'autre. L'assemblage auquel procède le démiurge obéit à une structure harmonique qui implique des rapports mathématiques assurant l'harmonie. Voilà. Donc ça, c'est le connu. C'est un discours général qu'on trouve bien sûr dans l'œuvre de Platon qui a pour titre le Timée. Alors maintenant, naturellement, la chose peut être représentée différemment et cette seconde représentation n'est qu'une autre façon de représenter finalement la même chose. Et pourquoi?
je présente la chose de cette façon? C'est parce que au Soudan occidental, on retrouve cette image qui est associée à une pétale, comment dire, une fleur à quatre pétales. OK? Et les Bambara parlent dans ce contexte, puisque je vais aborder maintenant les perspectives mandingues sur cette question, c'est-à-dire soudanaises sur cette question, et montrer comment finalement Platon s'inspire, sans réellement le dire, bon, de la pensée symbolique des peuples subsahariens, c'est-à-dire soudanais sur ces questions, dont naturellement font partie les anciens Égyptiens. Eh bien, euh, dans ce contexte, on parle des quatre bras de Kony qui représentent les quatre éléments fondamentaux que j'ai tenté ici d'illustrer à travers les quatre pétales euh, que présente finalement cette image qu'on peut qualifier d'atomique d'une certaine façon. Et à côté de cette image, je présente donc une figure typiquement soudanaise qui est appelée le Bokoni, qui signifie littéralement la sortie de Kony. Kony étant le nom que les Malinké et les Bambara donnent au démiurge avant qu'il ne se soit manifesté. Il est appelé Kony, qui signifie littéralement la petite chose. Donc de Ko, qui signifie chose, et Ni, qui est disons, un additif en quelque sorte, du point de vue du vocabulaire, pour signifier ce qui est petit. D'accord? Donc, koni, littéralement, signifie la petite chose. Et dans ce contexte, on peut encore imaginer que nous parlons ici, bien sûr, de l'atome, car il s'agit effectivement de cela. Alors, le bokoni, c'est une figure complexe. Je n'irai pas dans le détail, car ici, nous n'avons pas la possibilité réellement d'aller dans le détail. Je vais simplement dresser un portrait général du bokoni en me servant du discours euh, de certains auteurs sur ce schéma. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bokoni? Le Bokoni, en fait, représente deux cercles. Même si vous ne le voyez pas, sachez que ces deux cercles, on le reconnaît d'après les crochets qui figurent aux quatre points cardinaux, qui sont orientés différemment. C'est les fameux deux cercles concentriques énoncés par la figure de Platon. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. La seconde chose, c'est que, bien sûr, ces deux cercles tournent dans des directions opposées. Ça aussi, c'est important de le dire, même si aujourd'hui, je n'irai pas dans le détail, dans la description finalement de tout ce que cela peut supposer comme conclusion, mais je tiens quand même à dire les choses pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Et naturellement, le Bokoni est une distribution, comme on le voit ici, des quatre éléments fondamentaux, distribués d'une certaine façon. Et cette façon, bien sûr, a aussi quelques conséquences du point de vue de la pensée symbolique, de la philosophie en quelque sorte, de la cosmogonie des peuples soudanais. Voilà. Alors, chez les Bambara, le Bokoni, littéralement sorti de Koni, ici je cite un passage de la comtesse Solange de Ganay, c'est elle qui évoque donc cette figure, et voici ce qu'elle dit. Chez les Bambara, le Bokoni, sorti de Koni, schématise la création de l'univers. Avec sa division en quatre angles, dit Seleke Nani et 12 maisons, So, So c'est la maison en Bambara, le Bokoni exprime le plus clairement la notion de quadrigémelléité. Tous les nombres symboliques de l'essence de la divinité, exprimant en même temps les correspondances entre les mondes visibles et invisibles, y sont représentés. Tous les nombres symboliques de l'essence de la divinité, exprimant en même temps les correspondances entre les mondes visibles et invisibles, y sont représentés. Ils sont ceux mêmes par lesquels se marque le temps, puisque les 12 cases dans lesquelles sont répartis les éléments représentent les 12 mois de l'année Bambara. Le point central d'Ikuru, du Bokoni, représente Koni, énergie, substance et pensée primordiale qui, de son verbe, forma l'univers. Les quatre crochets placés à chacun des points cardinaux figurent ses épaules, Kaman en Bambara, dont le tournement mélangea les quatre choses, c'est-à-dire les quatre éléments fondamentaux, et dont la rotation perpétuelle, dans un sens puis dans l'autre, marque le rythme du mouvement sidéral et celui de la vie. Mouvement sidéral et celui de la vie, ce qui a aussi quelques conséquences sur lesquelles nous n'allons pas diviser aujourd'hui. Bon, dans le Bokoni, le principe mâle, représenté par les éléments air et feu, est représenté trois fois, ce qui donne 9, puisque 3 fois 3 égale 9. 3 étant le chiffre du masculin. Voilà pourquoi on multiplie par 3. Le principe femelle, incarné dans l'élément terre et l'élément eau, est également représenté 3 fois, ce qui donne 12, c'est-à-dire 3 fois 4, 4 étant le chiffre du féminin. À ces deux nombres, on ajoute un, symbole de suffisance de chaque monde, puisque, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je le rappelle ici, vous devez savoir que les deux cercles en question, constitutifs donc du fameux Bokoni, sont en fait deux mondes. D'accord? Deux mondes, on mettra monde entre guillemets, vous comprendrez pourquoi je mets des guillemets, mais en fait, les deux cercles en question qui tournent dans des directions opposées, cercle initié par la figure atomique introduite par le discours de Platon dans le Timée, qui n'est qu'une inspiration, vous le verrez, égyptienne en réalité, eh bien, sachez que les deux cercles en question
bien, sont réputés être des mondes. En l'occurrence, ici, bien sûr, le monde visible, le monde invisible. Bon. Donc, je reprends. À ces deux nombres, on ajoute un, symbole de suffisance de chaque monde, et on obtient tant pour le monde visible, qui est féminin ou femelle, que pour le monde invisible, qui est masculin. 9 plus 12 plus 1 égale 22. D'accord? Chacun des deux mondes est un tout indépendant pouvant se suffire à lui-même. Chacun renferme les deux principes mâles et femelles nécessaires à la durée de la vie. Ce nombre 22, qui exprime la composition intrinsèque de Coni, s'applique à l'ensemble du Boconi qui contient le triple mélange des quatre éléments, les éléments mâles, air et feu étant représentés par le seul nombre 3, c'est-à-dire 3 plus 3 plus 3 égale 9, les éléments femelles, eau et terre par le seul nombre 4, soit 4 plus 4 plus 4 égale 12. L'unité symbolise Coni qui les contient tous. Bon, je n'irai pas dans le détail de la rythmologie Bambara-Malinké, ce n'est pas ici nécessaire, mais je souhaitais quand même évoquer d'une certaine façon, ce fameux triple mélange qui est un élément essentiel pour comprendre finalement les conclusions à laquelle conduisent, les conclusions auxquelles conduit le fameux Boconi en question, c'est-à-dire la sortie de Coni, qui est une expression schématisée du cycle sidéral en quelque sorte. Voilà. Donc, le nombre 22, c'est-à-dire 21 plus 1, se retrouve encore dans la moitié supérieure du Boconi qui représente le ciel et dans sa moitié inférieure qui figure la terre et le monde créé. Il correspond ici à la somme de chacun des nombres symboliques des éléments. 3 mâles, 3 plus 3 égale 9, 3 femelles, 4 plus 4 plus 4 égale 12, contenus dans chacune des parties qui forment deux unités distinctes, soit 21 plus 1 égale 22, plus 21 plus 1 égale 22, contenus dans un seul tout, c'est-à-dire 22 plus 22 égale 44. 44 étant le nombre qui symbolise la mesure de tout ce qui existe et les liens unissant les quatre jumeaux divins. Les quatre jumeaux divins, c'est les quatre éléments fondamentaux qui sont en fait des couples et qui sont personnifiés par huit ancêtres d'une certaine façon. Ça, je développe de cette façon parce que il y en a parmi vous peut-être qui ont le souvenir que j'ai souvent évoqué les huit ancêtres que contenait l'œuf primordial. Vous devez savoir que le Bokoni est dans la suite, en quelque sorte, de la description de ce fameux œuf primordial qui n'est que la matrice originelle de laquelle va donc émerger le monde, la création telle qu'elle nous a donné finalement de l'observer. Mais ce qui est intéressant ici, et c'est sur quoi je voulais simplement en fait attirer votre attention, ce que vous devez en fait retenir sans aller dans le détail de l'arithmologie Malinké-Bambara, c'est le chiffre 44, ok, qui est en fait le résultat du dénombrement énoncé dans le Boconi. Je simplifie réellement, sachez-le que je suis en train d'essayer de simplifier pour aller à ce qui me paraît en fait essentiel pour la communication du jour. C'est ce fameux chiffre 44 qui est constitué de 22 plus 22. Et vous devez savoir qu'il existe un système de réduction, qu'il existe un système de réduction dans la rythmologie Malinké-Bambara, donc Manding, parce que 22, bien sûr, c'est 2 plus 2 égale 4. Hein. Donc 44, c'est 4 plus 4 qui est égal à 8. Et c'est ce chiffre 8 qui matérialise le tournoiement de ces fameux deux cercles. En fait, chiffre 8 qui est dans la description du cycle sidéral, qui n'est autre que l'expression finalement, enfin, en finalité de l'éternité, de l'infini. C'est le chiffre 8. Donc, les fameux deux cercles en question sont les deux cercles qui constituent le chiffre 8. Hein, ça, réellement, je dois vous le dire, car c'est exactement de cela qu'il s'agit. Hein. 44, c'est 4 plus 4 qui est égal à 8. Ça, c'est le discours général des peuples malinqués et du peuple malinqué et Bambara sur ces questions. Et le Bokoni n'est que l'illustration, de la schématisation en quelque sorte du mouvement sidéral qui lui-même n'est qu'une reproduction, d'une certaine façon, du tournement des deux cercles qui évidemment tournent l'un puis l'autre dans des directions opposées. Et ces directions, ce tournoiement matérialise l'infini, l'éternité qu'observe le cycle sidéral, d'où le lien que naturellement le Bokuni entretient, par exemple, avec le calendrier. Et bon. Donc, c'est ce chiffre 44 qui va nous intéresser ici, d'accord? Cela suffira pour aujourd'hui. Alors, vous devez savoir qu'il y a une distribution particulière relativement à, à l'énoncé que je suis en train ici d'exposer. Vous avez, ici, j'ai représenté en bleu, d'une certaine façon, les chiffres qui consacrant le monde intelligible, qu'on peut appeler le ciel, si on veut, et en rouge, les, les chiffres consacrant
l'espace de génération, ou la Terre, ou le monde manifesté. On peut utiliser comme ça plusieurs synonymes sans jamais avoir le mot juste, car en réalité, c'est pas tout à fait cela, puisqu'il s'agit encore ici d'une description finalement d'Isis et Osiris, vous allez le comprendre. Mais en réalité, je vais davantage insister sur le dénombrement, c'est-à-dire sur les nombres. OK? Vous devez savoir que le ciel, c'est-à-dire le monde intelligible, a comme valeur numérique le chiffre 22. L'espace de génération a comme valeur numérique le chiffre 22. 22, c'est 2 plus 2 qui est égal à 4, donc 44. 44, c'est 4 plus 4 qui est égal à 8. D'accord? Et la conclusion de cela, ou la conséquence, si vous voulez, de ceci, c'est que vous devez savoir que le monde intelligible, je l'ai souvent dit à d'autres occasions, représente Osiris. L'espace de génération représente Isis. Et l'union du monde intelligible, c'est-à-dire du Père qui est le modèle, à la matrice qui reçoit l'empreinte du modèle, produit l'engendré, l'héritier, qu'on appelle Horus, qui est le monde manifesté. Le monde manifesté, le monde visible, d'accord? Le cosmos, si vous voulez. Hein? Donc, je reprends. Je dis ceci, soyez bien attentifs. Je dis que en évoquant le Bokoni, pour moi, ce n'est qu'une introduction. Je ne vais pas insister davantage sur la science du Bokoni car elle peut être complexe quand on n'a pas l'habitude des corpus mandingues. Mais j'ai quand même voulu introduire le sujet de cette façon parce que si on s'en tient à ce que dit Platon, on peut croire qu'il innove. Non, Platon est dans la description, dans la suite de ce que disaient déjà nos ancêtres dans la vallée du Nil. Ça, c'est la première chose que j'ai souhaité établir. D'autant plus qu'on sait que Platon a, naturellement, je l'ai dit en introduction, étudié dans une ville égyptienne qui est appelée Héliopolis par les Grecs. Bon. À la suite de cela, j'ai présenté le Bokoni et j'ai introduit quelques chiffres qui se rattachent précisément à la description du Bokoni. Avec ceci que, en finalité, ce que vous devez retenir pour la communication du jour, c'est le chiffre 44 qui découle de la science du nombre du Bokoni. Le chiffre 44, c'est 4 plus 4 qui est égal à 8. Il se distribue de quelle façon? Il est distribué de cette façon que la partie supérieure du Bokoni peut être appelée le ciel, qui est le monde intelligible, et qui a comme valeur numérique le chiffre 22. La partie inférieure du Bokoni est appelée l'espace de génération, si vous voulez, et qui a comme valeur numérique le chiffre 22. 22 plus 22 égale 44. 44, d'après les considérations arithmologiques soudanaises, 44, c'est 4 plus 4 qui est égal à 8. Ceci veut dire que l'engendré, c'est le chiffre 8. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Si on aborde la question d'un point de vue de la numérologie, vous devez savoir que l'engendré, c'est-à-dire Horus, le manifesté, l'engendré, c'est le chiffre 8. C'est ce que ça veut dire, qui est dans l'expression du mouvement sidéral, c'est-à-dire le cosmos, c'est-à-dire ce qui est vu. Ce qui est aussi, naturellement, la condition même du calendrier tel qu'il existe aujourd'hui au sein de la société bambara notamment. Je parle ici du calendrier traditionnel, bien entendu. Bon, une fois que j'ai dit ça, je vais maintenant solliciter un auteur qui s'appelle Plutarque. Plutarque dit dans le traité d'Isis et Osiris que les Égyptiens ont coutume d'appeler Horus Sémine, donc qui signifie ce qui est vu, parce que le monde est sensible et visible. D'accord? Plutarque dit dans le traité d'Isis et Osiris que les anciens Égyptiens ont coutume d'appeler Horus Sémine, nom qui signifie ce qui est vu, parce que le monde est sensible et visible. Et Gaston Maspero, qui était un égyptologue français, commente donc ce passage de Plutarque. Il dit, je n'ai pas encore rencontré dans les textes égyptiens le mot kamen ou kemin, c'est ainsi qu'il l'orthographie, appliqué à Horus, mais je ne doute pas qu'on le trouve quelques jours. Ce mot veut donc dire qui est vu, visible, évident, manifeste, et son sens le plus général est celui de l'évidence ou de la manifestation. En clair, on est en train de nous expliquer à travers ce passage de plus tard que le nom d'Horus, ou tout au moins l'image d'Horus, a quelques rapports avec ce qui est vu. Étant entendu que ce qui est vu est bien sûr dans la description du monde sensible et visible. Alors, vous devez savoir que ce mot sémine qu'on trouve chez Plutarque n'est que, j'allais dire, une orthographie, enfin, une manière d'orthographier, une orthographe, si vous voulez, des mots subsahariens pour signifier le cosmos, le ciel en général, c'est-à-dire ce qui est vu, le monde manifesté. En Aoussa, par exemple, on dira Saman pour signifier au-dessus. Sachez que c'est le thème générique de Russe. En Aoussa, on dira donc Samania pour signifier le cosmos. On dira Sama pour signifier le ciel. En Wolof, c'est Asaman, le ciel. En Logon, Asama, c'est le ciel. En Migama, Samane, c'est le ciel. C'est ce mot-là
que Plutarque transforme dans l'orthographe grecque qu'il utilise et qui est retranscrit sémine lorsque ceci est traduit en français. Il s'agit notamment de Laosa Samania, qui signifie le cosmos, ou du Wolof à Saman, de Logon à Sama, ou de Laosa Saman, qui signifie au-dessus. Bref, il s'agit ici de l'expression de ce qui est vu. Ça, c'est la première chose à laquelle, naturellement, il faut savoir aboutir lorsqu'on aborde la question en évoquant cet aspect d'Horus qui serait donc appelé Sémine ou Saman, parce que en fait le mot c'est Saman, par les anciens Égyptiens. Ce qui est encore une manière de rappeler bien sûr que le vocabulaire égyptien était essentiellement d'abord un vocabulaire, on peut le penser bien sûr subsaharien, du fait même de l'origine des anciens Égyptiens. À la suite de cela, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une description d'Horus, Horus a donc évidemment plusieurs manifestations, plusieurs représentations en Égypte antique. Et l'une d'elles, la voici, il est appelé de manière translitérée Horus qui unit les deux terres. On le voit, c'est quelque chose comme Or Matawi, si on veut lire comme un égyptologue. Et les Grecs lisent cette graphie Ar Somptus, Ar Somptus, mais qui, en fait, littéralement, d'un point de vue même de la graphie, signifie Horus, celui qui unit les deux terres. Bon, sachez que ces fameuses deux terres sont les fameux cercles du même et de l'autre, c'est-à-dire le monde visible, le monde invisible. Ça, vous devez le savoir, qui sont aussi qui ont leur reproduction ou leur projection dans l'expression de la haute et de la basse Égypte. La haute Égypte ayant une affinité avec l'idée ciel, c'est le temps qui va nous manquer simplement pour l'illustrer, mais ce que je vous dis là, c'est les choses qui sont aisément vérifiables. Et la basse Égypte ayant une affinité avec l'idée espace de génération. C'est la raison pour laquelle la Haute Égypte était généralement consacrée aux divinités masculines, dont notamment Amon, dont l'image première, bien sûr, est le bélier, qui n'est en fait un animal essentiellement lié à l'idée virilité. Et la basse Égypte était essentiellement liée à l'espace de génération, à Isis, dont la capitale, bien sûr, était une grande ville qu'on appelait Saïs, où, bien sûr, se trouvait une divinité qui a pour nom Net, mais qui n'est comment dire, une représentation d'Isis, si on le veut. Et on le verra généralement que cette dialectique-là, qui unit donc la Haute et la Basse Égypte, est celle que reproduit, en quelque sorte, le discours général sur le système du monde. Parce que quand on parle de la Haute et de la Basse Égypte, sachez que nous parlons du monde invisible et du monde visible. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Et quelques égyptologues, d'ailleurs, ont souvent eu la présence d'esprit aussi de le percevoir et de le rappeler dans leurs travaux. Donc, je ne vais pas insister, moi, davantage sur ces questions. Je veux simplement ici rappeler que vous devez savoir que l'organisation géographique de l'Égypte procède de ce que nous appelons le Bokoni et de la rythmologie associée au Bokoni. C'est la raison pour laquelle en Égypte, nous avions 42 noms qui sont en fait dans la description des fameux 44, parce que dans les 42 noms, on oublie, si je mettrais ceci entre guillemets, de rappeler que chaque monde est autonome. Donc en réalité, le chiffre c'est 44. Et voici pourquoi les Bambara disent que, et les Bambara malinqués d'ailleurs, les Mandingues en général, rappellent, ont un discours général sur les fameuses 44 races qui sont sorties du Mandé. Je le dis, ce sont des éléments qu'on trouve dans les travaux que j'ai déjà pu publier par le passé, notamment dans le cadre de la revue Kumaba. J'en parle amplement, raison pour laquelle ici, je ne vais pas réellement insister sur ces aspects. Mais 44, c'est le chiffre 8 qui est dans la description, bien sûr, d'Horus. Et je rappelle qu'en Bambara, par exemple, le chiffre 8 se dit Segi ou Segin. OK? Et le faucon, qui est l'image d'Horus, c'est Séguin. D'accord? Ce n'est qu'une homophonie même qui rend compte aussi d'une certaine façon de cette objectivité que je ne fais que rappeler ici en la survolant, bien entendu, car ici, c'est le temps réellement qui peut nous manquer et l'objectif réellement est simplement d'attirer votre attention sur certains éléments qui sont importants pour comprendre ce que nous appelons généralement l'union de la Haute et de la Basse Égypte, c'est-à-dire, en clair, pour un égyptologue, là où le c'est Matawi. Voilà. Donc, le mot Arsomtous, qui est une prononciation grecque en fait d'une graphie égyptienne, comme je l'ai dit, en fait, est constitué bien sûr de Ar, qui n'est qu'une déclinaison d'Horus finalement, et de Somptous. Les Grecs lisent Somptous, le groupe translittéré c'est Matawi. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et ce n'est pas un hasard. S'ils lisent Somptous, ce groupe, c'est parce qu'il s'agit en fait d'une altération de forme telle que le gaze. Qu'est-ce que c'est que le gaze? Le gaze, c'est une langue éthiopique aujourd'hui morte qui possède une formulation, et c'est pas que le gaze d'ailleurs, une formulation usuelle pour le chiffre 8.
On dira par exemple Samantou. Sachez que c'est ce Samantou en gaze que les Grecs transforment en sommes tous. D'accord? En gaze, on dit Samantou pour signifier 8. Pourquoi le chiffre 8? Parce que je rappelle que le sématawi ou la sématawi, c'est-à-dire l'unification des deux terres, est dans la description des deux cercles qui eux-mêmes ont une arithmologie qui a comme conséquence le chiffre 44 qui n'est autre que l'expression du chiffre 8. J'espère que vous comprenez cette logique, hein. J'insiste parce que c'est pas peut-être évident a priori, mais je reviens souvent sur euh, ces éléments parce que c'est essentiel de comprendre. Donc, je dis que le mot somme tous par lequel les Grecs traduisent la graphie sématawi, c'est l'expression du chiffre 8 en égyptien pharaonique. Je l'ai dit déjà parce que les formes gaze, samantou, c'est l'expression du chiffre 8, vous le verrez, en égyptien pharaonique. Vous le verrez. Donc en tigrénien, on dit somanté. Sachez que c'est cela qui est translitéré sématawi. Ce sont ces formes-là, somanté. En fait, on ne dit pas sématawi. D'accord? C'est une convention égyptologique. Le mot, c'est somanté. C'est le chiffre 8. D'accord? Qui est dans la description du mouvement sidéral, etc., un ensemble de faits qui relève finalement la description de l'univers dans son essentialité, en quelque sorte. Ces mots que je cite, le gaze, samantu ou le tigrinya somanté, sont habituellement mis en relation avec l'expression égyptienne du chiffre 8. Il n'y a qu'une translittération que vous reconnaîtrez et solutionnée par le copte Shemouné, avec des mutations. On le voit ici. On dit également Kemene pour signifier 80. En gaze, on va dire samani pour signifier 8 parce que le gaze a plusieurs formes. Ce ne sont que des mutations au sein même du gaze. On peut dire samantu pour signifier 8 ou samani pour signifier 8, samen pour signifier le huitième, samantu pour signifier 8. En tigrinya, on dira donc chomante pour 8. En beja, achame pour signifier 8 en acadien parce que ce sont des termes qui passent naturellement au sein des langues sémitiques. On va dire samani pour signifier 8. En tigré, saman pour signifier 8, samani pour signifier 80. En amharique, enfin 80 qui est 8, hein, 8 plus 0, c'est 8. Je rappelle ici le système de réduction soudanais pour solutionner ce genre enfin, de description. En amharique, on dit samania pour 80. En zenati, zemania pour 80. Alors, si vous êtes attentif, vous reconnaîtrez que les formes telles que le gaze samani, samen, même l'acadien samané, c'est le chiffre, bien sûr, 8, mais c'est aussi le mot pour signifier le cosmos, le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel, vous devez le savoir, le cosmos est dans la description d'un mouvement, d'un cycle, on va dire sidéral. Voici pourquoi, puisque ce cercle sidéral décrit le chiffre 8 et que c'est le ciel qui, en réalité, par la course des astres, nous instruit sur le calendrier, eh bien, c'est tout à fait normal que le ciel soit aussi appelé 8. Parce qu'en réalité, le ciel est dans une description de l'éternité, de l'infini. Et l'infini, par nature, est décrit à partir des cercles du même et de l'autre qui sont inscrits naturellement dans la description du Bokoni, qui lui-même a comme valeur numérique le chiffre 44, c'est-à-dire 8. C'est la raison pour laquelle le ciel, qui se dit Saman, Sama, etc., au sein des langues soudanaises, est aussi le chiffre 8 au sein de certaines autres langues, ici notamment les langues éthiopiques et quelques langues sémitiques. Voilà le lien qu'il faut savoir établir. Et naturellement, dans la description de ce ciel, de ce cosmos, c'est-à-dire ce qui est vu, bien sûr, la figure éminente pour illustrer ce cosmos, bien sûr, c'est Horus qui est l'engendré, hein, le résultat de l'union entre les deux terres, le résultat de l'union entre la haute et la basse Égypte, le résultat de l'union entre le cercle du même, le cercle de l'autre, qui ne sont qu'une description en finalité, quoiqu'ici je n'irai pas dans le détail de cette description. Une description en finalité, bien sûr, d'Isis et Osiris. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Voici pourquoi on dira donc que le pharaon qui est dans la description d'Horus est celui qui unit les deux terres, la haute et la basse Égypte, qui sont en réalité le modèle, le père et la matrice, la mère. Hein. Voilà. En imaginant que la chose est claire, bien sûr, je poursuis. Alors, l'union des deux terres, qui a donc une expression graphique, est aussi représentée par un symbole, ce symbole que je présente ici, composé donc des hiéroglyphes. Un hiéroglyphe qui représente une sorte de pilier, on verra de quoi il s'agit, et ensuite des plantes qui sont des plantes héraldiques qui représentent la haute et la basse Égypte, d'accord? Tenues ensemble au moyen d'une corde. Ce sont des représentations qu'on trouve généralement associées au trône des pharaons, puisque le pharaon incarne finalement cette union, puisqu'il est, il est dans la perspective de l'engendrer, c'est-à-dire qu'il est Horus, bien sûr, la chose peut s'entendre bien aisément. On comprend pourquoi elle est associée donc finalement à l'expression de l'union des deux terres, puisque cette union
Les deux terres en question sont l'union du père et de la mère, c'est-à-dire du modèle, c'est-à-dire de l'idée et de la matrice, c'est-à-dire l'espace d'itération qui reçoit l'empreinte. Voilà. Donc, les hiéroglyphes en question, donc, qui représentent respectivement la Haute et la Basse Égypte, représentent, je le dis, respectivement la Haute et la Basse Égypte. Le vocabulaire sollicité par l'hiéroglyphe qui représente une sorte de plié est connu d'après un mot égyptien translittéré Sema, qui signifie poumon. Parce qu'on sait, d'après les graphies égyptiennes, que ce symbole qui passe pour être un plié, donc, et que les anciens Égyptiens utilisent pour signifier euh, l'union, en quelque sorte, de la Haute et la Basse Égypte, euh, désigne le poumon. Par la graphie que je présente ici, c'est une graphie égyptienne qu'on retrouve notamment dans le dictionnaire de Faulkner à la page 226, eh bien, c'est translittéré Sema, qui a pour sens poumon. Ce mot, hein, translittéré Sema, car la translittération, je le rappelle, c'est une convention, correspond notamment au gaze Sam Sam ou Sem Sem, qui signifie poitrine. Une duplication de Sem, en quelque sorte. En Bambara, qui est une langue mandingue, on dira Sumu Sumu, Sume Sume ou Suma Suma pour signifier flairer. On comprend bien le transfert ou la relation qui unit donc le poumon au flair, c'est-à-dire à la respiration, en certaine façon, ce qui n'est pas compliqué réellement à imaginer, à comprendre. Donc, ce sont les solutions pour cette graphie. Hein. Cette graphie, bien sûr, est translittérée Sema, avec le sens de poumon, mais elle correspond notamment au Bambara Sumu Sumu, Sume Sume ou Suma Suma, qui n'est qu'une duplication de Sumu, de Sume ou de Suma, pour signifier fleurer. En taureau Dogon, le mot c'est Sama, pour signifier renifler, flairer. On dira par exemple en contexte, qui désigne samane, un animal qui a du flair. Et vous voyez que dans, la, en contexte, on dit samane, qui n'est que l'expression des chiffres 8, notamment en gaze, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui est aussi le nom du ciel, notamment en Aoussa, etc., comme je l'ai montré par ailleurs. Donc, vous voyez que quand on parle la langue, bien sûr, ces mots reviennent, les mots reviennent. Qui désigne samane, un animal qui a du flair. Le mot samane, bien sûr, rappelle le lien intrinsèque que tout ceci entretient premièrement avec le chiffre 8 et ensuite, bien sûr, avec le cosmos qui est dans la description du chiffre 8, puisque le cycle sidéral, je l'ai dit encore une fois, est dans la description du chiffre 8, bien sûr. En Togo, Kandogon, on dit sama, flairer, sentir une odeur. En malinké, c'est sumu, sentir, flairer, renifler. Bon, maintenant, je dis ensuite ceci. Le groupe Sema, qui signifie donc unir, parce que vous devez savoir que le mot pour poumon en égyptien pharaonique est un homophone du mot pour unir. Hein. Ce sont deux graphies qui sollicitent les mêmes signes, puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons. Bien sûr, ce sont des homophones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quoique le mot sache signifier poumon, en réalité, cet objet qui est censé représenter un poumon, ou tout au moins quelque chose qui se rapporte à l'idée poumon, hein, comme on le voit ici en contexte, bien sûr, est l'expression, hein, de l'idée unir, parce que l'union, c'est une notion abstraite. Pour l'illustrer avec un dessin, on est obligé de passer par un objet concret. Et les Égyptiens procèdent par le principe de l'homophonie, c'est-à-dire qu'ils savent que dans leur langue, les mots pour poumon sont homophones des mots pour unir. Sauf que unir, c'est un concept. Donc, pour l'illustrer, on utilise un objet qui va solliciter le même mot dans la langue. Ouais, c'est un peu ça l'idée sur laquelle se repose finalement ce que nous appelons la lecture analytique, c'est-à-dire la méthode Kuma, qui est la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes. Donc, le groupe Sema, qui signifie unir, puisqu'on dit l'union des deux terres, eh bien, le groupe Sema, qui signifie unir, est lu par le malinké Sumu, qui signifie embrasser. C'est un parfait homophone du malinké Sumu, qui signifie sentir, flairer, renifler. Voici pourquoi on utilise l'image du poumon pour traduire la notion d'union. Parce qu'en malinké, par exemple, on dit Sumu, sentir, flairer, renifler, et Sumu, s'embrasser. D'où l'idée d'unir, hein, vous comprenez. En Bambara, on dira donc Sumu Sumu, s'embrasser, qui est un homophone de Sumu Sumu, flairer. Et en Bambara, on dit sumu, acte sexuel, coucher avec, qui est bien sûr dans la description de l'union. En Songhai, c'est suma ou sumu, s'embrasser. En Mandinka, same ou s'aimer, avoir des relations sexuelles, s'accoupler. Ce qui est encore une manière de rappeler qu'il s'agit ici d'une description de l'union des deux terres par l'image d'Isis et Osiris, qui produit donc l'engendré, c'est-à-dire le fils, qui est Horus, le monde manifesté. D'accord? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, quand on parle ici de Sema, en contexte égyptologique, pour signifier l'union, sachez que nous parlons ici, en fait, non seulement l'action de s'embrasser, bien sûr, qui décrit parfaitement l'idée union, mais aussi l'idée acte sexuel, qui est encore une autre manière de rappeler l'idée union. En Mandinka, parce que toutes ces langues, le Bambara, le Songhai, ce sont des langues mandingues, ce sont des langues soudanaises.
D'accord? Donc, c'est une ère culturelle homogène qui est ici en intelligence avec les graphies égyptiennes pour rappeler finalement l'origine, naturellement, des Mandingues d'aujourd'hui, qui est une origine naturellement égyptienne. D'après euh, les traditions mandingues elles-mêmes. Ce que je dis là, c'est encore un discours général que nous avons déjà su développer dans plusieurs ouvrages. Voilà. Donc, c'est à cela, en réalité, que se rapporte cette fameuse union de la Haute et de la Basse-Égypte. OK? Et on voit donc apparaître ici une image qui peut en quelque sorte résumer ce que j'ai pu rappeler ou survoler en quelque sorte. Vous avez donc le monde intelligible, donc la valeur numérique est 22. Vous avez l'espace de génération, dont la valeur numérique est 22, ce qui donne 44, c'est-à-dire 4 plus 4 égale 8. 8, c'est Segin en Bambara, qui signifie d'ailleurs retour, revenir, ce qui est aussi dans la description finalement du mouvement sidéral. Voici pourquoi l'étoile des cycles devient Sirius qui se dit Sigi, qui n'est qu'une déclinaison, enfin une mutation de Segi, le chiffre 8. Voici pourquoi Sirius est l'étoile des cycles au Soudan occidental. Hein, l'étoile qui annonce le début des cycles. Et en Égypte également, c'est le cas. Vous savez que c'est le lever héliaque de l'étoile Sirius qui est aussi le début finalement du calendrier égyptien. Donc il y a un lien permanent. C'est la simple chose, c'est que je ne souhaite pas être long ici, mais le faucon, c'est Ségué, etc. C'est le chiffre 8, encore une fois, qui est ici illustré, puisqu'on sait que le Milan est aussi une image d'Isis. Hein. Le Milan et le faucon en bambara, c'est Ségué, c'est le même nom. D'accord? Donc, on verra donc ceci que c'est donc le monde intelligible et l'espace de génération, c'est leur union, c'est-à-dire leur rapport, le fait qu'ils s'embrassent, le fait qu'ils réalisent un acte sexuel, en quelque sorte, pour dire les choses clairement, puisque c'est de cette union dont il est question, vont donc engendrer un être, ce qui est visible, ce qui est sensible, le monde visible et sensible, c'est-à-dire le cosmos. Hein, le cosmos, ce qui est visible et sensible, c'est le corps, ou si vous voulez la forme, ou le corps. Bref, ce qui est visible et sensible. Et cela s'entend bien sûr par l'idée même de la lumière également, puisque ce qui est visible n'est visible qu'à partir, à partir de la lumière. Voilà pourquoi Horus est associé au soleil, c'est-à-dire l'astre du jour. Il est aussi dans la description du roi du pharaon, qui lui-même est associé à l'astre du jour. D'accord? Tout ceci est lié. Donc, nous avons donc le monde intelligible et l'espace de génération qui va donc produire le corps. Et pourquoi j'insiste essentiellement sur cet aspect, c'est parce que les Grecs vont donc avoir une autre stratégie. Eux, ils vont utiliser le mot souma ou soma, etc., des langues soudanaises pour signifier s'embrasser, rapport sexuel, pour signifier le corps. Voici pourquoi en grec on dit soma pour signifier corps, objet tangible, qui est la résultante de l'union entre le monde intelligible et l'espace de génération. Sauf qu'en bambara, pour signifier le corps, on dit fari, corps, aspect extérieur, qui est aussi le nom qu'on donne au souverain, d'où pharaon. Parce que vous savez que le mot pharaon, en fait, décline du mot fari, hein, qui est l'appellation de l'empereur, en quelque sorte, que ce soit en poulard, que ce soit en wolof. Je l'ai dit ici d'après Moussalam, l'égyptologue sénégalais Moussalam, qui a souvent rappelé cela dans ses travaux. Donc en bambara, le corps, c'est fari, c'est ce qui est visible, c'est Horus. D'accord? Voilà. D'où, parce que le terme pharaon, enfin la perspective phari dans les langues subsahariennes, notamment soudanaises, est polysémique. Ici, j'ai simplement voulu montrer un aspect, comment est-ce qu'on peut aboutir aussi à l'appellation phari pour le souverain, qui est le vicaire finalement, c'est-à-dire le représentant de Dieu sur terre, c'est-à-dire du Père. Le Fils est le représentant du Père. Le Père, bien sûr, c'est Osiris dans ce contexte, puisque Osiris, vous le savez, en contexte, c'est aussi, d'après la tradition égyptienne, bien sûr, le premier pharaon mais qui ne connaît qu'un destin tragique, hein, d'après la passion d'Osiris elle-même. Voilà. Donc, c'est un élément, une manière de voir que j'ai voulu en fait illustrer aujourd'hui pour vous montrer les conséquences hein, d'une approche analytique des caractères sacrés égyptiens et montrer également le lien qui persiste entre cette civilisation majestueuse, magnifique, extraordinaire, la civilisation égyptienne, bien sûr, le lien qui persiste entre cette civilisation et les peuples actuellement qui vivent en Afrique subsaharienne, ce qui est en fait un peu le sens des travaux que nous conduisons déjà voici quelques années. Voilà. Donc, s'il subsiste des questions, bien sûr, en commentaire, vous pourrez euh, les, les poser. Euh, Ceci n'est qu'un survol, je l'ai dit, et en quelque sorte, il s'agit pour nous d'exposer la matière que nous analysons dans le cadre de l'école des scribes. Et l'objectif réellement de cet exercice, c'est de vous inciter à nous rejoindre dans le cadre de cette école, l'école des scribes. Pour ce faire, bien sûr, une adresse, c'est ngel.yi@yahoo.com. Certaines de nos communications présentent bien sûr cette adresse et pour avoir les informations concernant cette école, bien sûr, c'est encore le moyen le plus sûr pour pouvoir finalement savoir quoi faire si vous êtes intéressé par la matière qui ici, l'exercice que nous réalisons n'a comme
objet qu'un survol en quelque sorte, mais qui est déjà une manière finalement de vous montrer que nous savons de quoi nous parlons, nous savons pourquoi nous abordons la question de cette manière. L'idée originale en fait de cette démarche, bien sûr, c'est de réhabiliter dans leur ancestralité, et dans leur civilisation, les peuples qui vivent actuellement en Afrique subsaharienne, car ils ont été, par le fait de l'histoire, coupés en quelque sorte de cette ancestralité d'une certaine façon. Or, c'est bien la source finalement à laquelle nous devons nous abreuver si l'on souhaite, dans une certaine mesure, envisager ce que nous appelons la Renaissance africaine. Voilà. Donc, je vous remercie naturellement de votre attention et je vous dis donc à très bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci.